Dans cet épisode de Miss Biture, l'équipe va s'envoyer une bonne rasade de mythes éthyliques. Allez, allume-moi ça! D'abord, cette cabane de contrebandier peut-elle voler en éclats? La cabane tout entière va faire un bond d'1,50 m. Par l'explosion d'un alambic. Puis, en plus de faire tourner les têtes, On carbure à l'alcool et à la chance. l'alcool peut-il faire tourner une voiture? Ça, c'est la contrebande. Nous allons le découvrir avec des Mythbusters qui vont tâter de la bouteille. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai le poulet! et Jamie Heineman. Prêt. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Carrie Byron Je me sens dangereuse. et Tori Bellecci. On voit pas ça tous les jours. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tout d'abord, Adam et Jamie vont commencer par un boom. T'as déjà bu de l'alcool maison? Tu crois que je devrais répondre? Probablement, oui. Alors oui, probablement. Est-ce que t'en as déjà fabriqué? Tu crois que je devrais répondre? Probablement pas. Alors probablement pas. Mais tu sais à quel point ce breuvage peut être dangereux. Les conséquences peuvent être spectaculaires. Tu veux dire qu'on risque de se brûler plus que la gorge? Exact. C'est l'histoire d'un bouilleur clandestin qui fabrique son breuvage. Mais les choses dérapent et sa cabane de contrebandier explose en 1000 morceaux. Pas mal. La légende raconte qu'un contrebandier était en plein travail quand soudain... plus de cabane. Mais un alambic peut-il vraiment faire d'un digestif un explosif? Évidemment, je ne vais pas te demander de nous divulguer tes secrets de jeunesse. Mais comment crois-tu qu'on devrait s'y prendre? C'est l'histoire d'une cabane qui explose. Alors on va devoir construire une cabane. Bien sûr. Et pour distiller, on va avoir besoin d'un alambic. On n'a qu'à commencer par ça. On construit un alambic et on fait notre gnôle maison. D'accord. On commence donc par s'imprégner de ce mythe. Pour produire de l'eau de vie maison, on va avoir besoin d'un alambic pour distiller l'alcool. Pour fabriquer un alambic, on va avoir besoin d'1 tonne de cuivre. Heureusement, on a ça sous la main. Adam saisit son chalumeau et se met tout de suite au boulot. C'est important de bien rentrer dans son travail. Puis, il passe au rivet. Qu'est-ce que je fais? Je m'éclate. On s'amuse, d'accord. Mais il faut bien sceller chaque joint et chaque boulon Parfait. pour que tout soit bien étanche et que la vapeur d'alcool aille vers le haut et nulle part ailleurs. Je commence à avoir soif. De là, on passe au condensateur C'est ce qu'on appelle avoir du ressort. pour transformer toute cette vapeur en torboyau. C'était plus facile que prévu. Pendant qu'Adam fabrique son alambic à partir de zéro, j'ai mis la main sur ce gros pot à lait en acier inoxydable que j'ai modifié pour pouvoir l'utiliser comme alambic. J'y ai rajouté une résistance comme celle qu'on utilise dans un chauffe-eau. C'est absolument parfait. Et voilà, une vraie bombe à bibine. Pour leur précieux breuvage, ils vont avoir besoin de l'ingrédient principal, le mou. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour faire de l'alcool. Absolument. C'est quoi au juste? C'est un bon vieux mou de maïs. Ça contient environ 65% de maïs, de blé maltais et d'orge maltais. Un peu salissant, mais ça marche. On les mélange et on obtient de l'alcool à environ 10 degrés qu'on peut ensuite distiller pour le rendre plus fort. Ce procédé est aussi ancien que les montagnes Appalaches. Mais ça fonctionne comment au juste? On a un pot qu'on va remplir d'un mélange d'eau et de composants alcooliques. Au fond de ce pot, on a une résistance électrique qui réchauffe la mixture. Quand la résistance atteint les 77 degrés, ce qui marque le point d'ébullition de l'alcool, mais pas encore celui de l'eau, la vapeur d'alcool commence à se former. Elle remonte le tuyau situé sur la gauche et redescend la spirale de cuivre à l'intérieur du condensateur. L'eau contenue dans le condensateur refroidit l'alcool gazeux jusqu'à ce qu'il s'écoule sous forme d'un délicieux alcool ultra puissant. C'est pas génial? Si,
et on ne devrait pas tarder à voir cet alcool illicite. Ou pas si illicite que ça, en fait. Normalement, quand on dit de ne pas tenter ça chez vous, c'est pour des raisons de sécurité. Mais dans ce cas précis, la raison pour laquelle il ne faut pas faire ça chez soi, c'est que c'est interdit de distiller de l'alcool soi-même. On a suivi les règles à la lettre et on a obtenu un permis. Sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Waouh, ça marche! Oui, ça coule. C'est du costaud. C'est très fort. Oui, c'est vraiment fort. On devrait utiliser un pèse-alcool pour vérifier le pourcentage. Et je m'attendais à du goutte à goutte, mais c'est un vrai robinet. Ça fait environ 80 degrés. Clairement, les alambics fonctionnent. Et le résultat est corsé. Oh mon Dieu, je crois que je n'ai jamais rien goûté d'aussi fort. Vérifions si ce mythe fait des étincelles. L'alambic en kit de Jamie a distillé quelques litres d'alcool, tout comme mon kit fait maison. On a donc 2 machines à distiller en parfait état de marche. Il est maintenant temps d'aller sur le terrain pour exploiter les défaillances de ces alambics. Maintenant, Carrie, Tori et Grant vont essayer de transformer de l'eau de vie en eau de vitesse. J'adore l'idée de cet épisode spécial alcool de contrebande. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mythe très courant qu'on a vu dans Retour vers le futur, des hommes de loi ou Shérif fais-moi peur. Il dit qu'on peut faire tourner une voiture à l'eau de vie sans avoir besoin de la trafiquer et tout ira bien. Ça donne un sens nouveau à la conduite sous influence, qui est interdite. Mais ils s'en fichent, ce sont des contrebandiers. Contact. Pourquoi les distilleurs appellent-ils leur breuvage de l'éclair blanc? C'est de la bonne bibine. Avec ça, tu fais tourner ta bagnole. Mais est-il vraiment possible de carburer à l'alcool? J'ai saisi l'idée. Une voiture non trafiquée peut-elle tourner à l'alcool maison? C'est un peu vague, non? C'est vrai, on ne précise ni le type de voiture, ni le type d'alcool, ni même la définition de tournée. Bon, faisons le plus simple possible. On va prendre 3 voitures de 3 générations différentes. Un moteur à carburateur, un autre à injection et une voiture toute neuve. On les remplit d'alcool de contrebande classique et on voit si elles roulent. On va mettre de l'alcool dans une voiture neuve? T'inquiète, elle est louée. D'accord, ce n'est pas un dernier pour la route, mais 3. On a choisi 3 voitures de marque et de modèles identiques, mais Grant est resté dans les années 90 et Tori se la joue années 70. Prêt à faire la fête? Ça, c'est de l'alcool de contrebande traditionnel, qu'on va utiliser comme carburant. C'est un alcool à environ 96 degrés, ce qui veut dire qu'il contient à peu près 96% d'éthanol. Ça vaut requin qu'un homme. L'éthanol est utilisé comme carburant dans les voitures de course, donc on a une petite chance. Mais nos bolides sont loin d'être des voitures de course, et ils ne sont pas trafiqués pour recevoir ce genre de carburant. Donc, est-ce que ça va marcher? C'est ce qu'on va voir. Le premier à faire un tour en voiture, c'est Tori et son modèle 70s. Je conduis un modèle de 1973 équipé d'un moteur à carburateur. Le rôle du carburateur, c'est de mélanger l'air et l'essence pour que le moteur tourne bien. Quand il y a trop d'air et pas assez d'essence, on dit que la carburation est trop pauvre et le moteur risque de ne pas fonctionner. À l'inverse, s'il y a trop d'essence et pas assez d'air, alors le mélange est trop riche et le moteur risque d'être noyé, de surchauffer et de fumer. C'est parti pour de l'alcool dans un moteur à carburateur dans 3, 2, 1... Allez! Allez, ma jolie! Allez! Oh mon Dieu! Allez, c'est parti! Vas-y! On carbure à l'alcool et à la chance. Je crois que la chance nous a quittés. Elle a calé? Je crois qu'elle a calé. On a calé. Il redémarre. Par contre, j'ai pas grande chance d'échapper aux flics au volant de cette voiture. Après avoir parcouru à peine un tour complet, L'alcool dans un moteur à carburateur? Il y a mieux comme carburant. il est clair que le moteur ne supporte pas les 4% d'eau dans la gnôle. 3, 2, 1...
Elle a bien démarré. Le modèle des années 90 aura-t-il le dessus grâce à une technologie différente? Le modèle des années 90 est à injection d'essence. Ça veut dire que le carburant est injecté à haute pression à travers un minuscule embout, ce qui le pulvérise directement. On passe au test d'accélération. Sans problème. Ça fait un tour. Elle tient mieux l'alcool que moi. Encore 2 à faire. J'ai l'impression qu'elle est sur le point de mourir. Elle a du mal au point mort. C'est pas bon. Allez. Tu sais quoi? Le voyant moteur s'est allumé. C'est pas bon. Le moteur a l'air de tout sauter. Ils ont l'air de perdre un peu en accélération. On dirait que l'alcool n'est pas compatible avec le modèle des années 90 à injection d'essence. Au début, tout allait super bien. Et puis, au fur et à mesure du test, elle a commencé à hésiter au démarrage, à donner des à-coups et à perdre de la puissance. Il semble que ni le modèle des années 70 ni celui des années 90 ne tiennent l'alcool. Le modèle moderne aura-t-il l'estomac plus solide que ses aînés? 3, 2, 1. Elle démarre pas. Donne-lui une seconde. Oui! Elle a démarré. Allez, grimpe. Bonne chance. Malgré un démarrage difficile, le modèle de 2013 est bel et bien lancé. Les sensations sont un peu bizarres, mais pas dans le mauvais sens. La voiture semble tenir le coup et franchit tous les obstacles sans tituber. Pour le moment, aucun bruit suspect. Comme quand on roule avec un mauvais carburant. Ça passe comme sur des roulettes. Alors là, j'arrive pas à croire à quel point elle roule bien. Je suis vraiment étonnée. Après avoir réussi 3 tours sans accroc, il apparaît clair que le modèle moderne non trafiqué et son ordinateur de bord supportent bien l'alcool. Donc le mythe est confirmé. On peut faire tourner une voiture à la gnôle. C'est hallucinant. En changeant la distribution, en remplaçant les joints par des joints résistants à l'alcool et en faisant quelques petites modifications, on pourrait faire tourner les 3 modèles à l'alcool. Mais ce n'est pas l'esprit de ce mythe, d'après lequel on aurait juste à verser de l'alcool dans le réservoir et démarrer, sans modification aucune. Dans ces conditions, le modèle de 2013 gagne haut la main. Et c'est donc lui qu'on va utiliser pour les tests suivants. Parce qu'ils passent leur vie du mauvais côté de la loi, les distilleurs illégaux sont toujours à l'affût des ennuis. Mais quand on parle d'ennuis, on peut difficilement faire mieux qu'une chaudière remplie de vapeur inflammable. Mais un alambic peut-il vraiment exploser et faire sauter la cabane avec lui? Envie de faire de l'alcool? Et des explosions. Allez, on va mettre le feu. Tout d'abord, ils vont devoir construire une cabane. Voilà le plancher, à nos tournevis. Ouais. Une cabane au confort modeste. Et en un clin d'œil, 3 murs sont montés. Tout ce qu'il nous faut, c'est un toit au-dessus de nos têtes. Le voilà! Ça y est! Et un 4e mur transparent pour garder un œil sur ce cocktail explosif. Tout marche bien. Puis ils installent l'alambic. Si on s'intéresse à une histoire d'alambic explosif, c'est quoi au juste qui est censé le faire exploser? En brûlant, le mou produit de l'alcool et des particules peuvent s'accumuler dans le tuyau et former un bouchon. Et donc, la vapeur d'alcool ne pourra plus s'échapper. On se retrouve donc avec un récipient sous pression. Et à Mythbusters, on sait pertinemment ce qui se produit quand la pression devient trop forte. Comment va-t-on faire pour créer ce bouchon? C'est simple, on va souder un bouchon en cuivre sur l'unique point d'évacuation de l'alcool. C'est parfait. Une fois l'alcool privé de sortie et qu'on commence à le chauffer, il réussira à trouver une issue. La question à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est à quel point ça va faire mal. Pour créer les conditions du pire des scénarios, ils ont délibérément bouché l'évacuation. Parce qu'on recherche le scénario catastrophe, je vais utiliser de l'alcool à 100 degrés, c'est-à-dire de l'alcool pur. On est prêt. Allez, allume-moi ça! C'est bon. Tout va bien. La température grimpe, on est déjà à 38 degrés. Excellent. Que la pression soit avec nous.
En l'absence d'évacuation, la pression à l'intérieur de l'alambic grimpe, tout comme la chaleur. La température monte en flèche. Et lorsque la température à l'intérieur de l'alambic atteint les 260 degrés, la cabane commence à rôtir. Avec une telle chaleur, le bois s'embraserait s'il y avait de l'air. Je me demande si c'est suffisant pour que le récipient explose. C'est ce que j'espère. Pour confirmer ce mythe, il faut qu'une rupture instantanée et explosive se produise. De la fumée s'échappe du toit. De la fumée du toit. Plus de signal. On vient de perdre le signal de la caméra. Ça veut dire qu'il fait une chaleur complètement dingue là-dedans. Ouais. Après 30 minutes de scénario catastrophe, toujours pas de bombe à bibine. Mais ça commence à sentir le roussi. Je vois des flammes qui s'échappent de partout. Je commence à me dire qu'il doit y avoir une rupture quelque part dans le tuyau d'évacuation de l'alambic. Le récipient lui-même risque de ne pas exploser parce que l'alcool s'écoule régulièrement de cet endroit et attise le feu. Adam a raison, parce que l'éthanol émet une flamme invisible en brûlant. C'est difficile à voir, mais les vapeurs touchent le brûleur et attisent les flammes. On va penser à l'éteindre ? Je crois. Je pense pas que les vapeurs se soient accumulées à l'intérieur. Je vais enfiler mon costume. Ok. Adam a vite fait d'asperger les décombres. Autant le laisser brûler. Il n'y a rien à sauver. L'alambic est complètement détruit. Ok. Mais la vraie douche d'eau froide vient du fait qu'il n'y ait pas eu d'explosion. Les flammes ont bien prise. L'alambic commençait à atteindre une bonne température. Mais au lieu d'agir comme un récipient sous pression qui céderait de manière violente, une fois la température atteinte, il a cédé. Comment dire? C'est quoi le contraire de violemment? Laconiquement? Nonchalamment? Évidemment, si c'était votre cabane et que vous vous pointiez le lendemain matin, vous vous diriez « Mince, ma cabane a explosé !» Mais croyez-moi sur parole, il n'y a pas eu d'explosion. Pas d'explosion. Non, c'est triste. Mais ce n'était qu'un scénario parmi d'autres. T'as raison. On en prépare un? C'est parti. Tout le monde le sait, l'alcool maison, ça fait tourner la tête. C'est parti, il y a de l'eau de vie qui coule. Et apparemment, ça fait même tourner les voitures. On a mis de l'alcool dans une voiture et elle a roulé. Le mythe est confirmé, non? Pas exactement. J'ai toujours entendu dire qu'une voiture qui roulerait à l'alcool irait plus vite qu'avec de l'essence, qu'on aurait un meilleur rendement. C'est ce qu'on voit dans les films. Poursuivons nos tests avec la voiture la plus performante. On pourrait aussi s'amuser avec la composition du breuvage pour trouver le dosage le plus efficace. Puis, on teste la voiture contre une autre qui tourne à l'essence. Un vrai alcotest. L'alcotest ultime. Je signe. Je crois qu'on est au bon endroit. Le plus important dans une course, c'est le ravitaillement. Et c'est vrai pour l'homme comme pour la machine. Alors direction la Saint-Georges Distillery. Voilà comment on obtient des degrés d'alcool différents. On place d'abord le mou dans l'alambic et on chauffe le tout. L'alcool entre en ébullition et il ressort de l'autre côté de l'alambic. Voilà l'alcool. Au fur et à mesure de l'ébullition, le degré d'alcool du mou s'amoindrit. Et donc, l'eau commence à bouillir et à s'évaporer. L'alcool récolté devient donc moins fort au final. On pourrait dire, il n'y a qu'à utiliser l'alcool le plus puissant. Plus l'alcool est fort, plus on en aura sous le capot, pas vrai? C'est pas si simple. Voilà pourquoi. Les voitures de course sont calibrées pour tourner à l'alcool presque pur. Elles sont faites pour ça. Mais rien ne dit que c'est ce qui convient le mieux à une voiture de ville. On a démontré qu'une voiture pouvait tourner avec un alcool à pourcentage très élevé. Mais là, le but c'est de battre une voiture qui marche à l'essence. Donc ce qui compte, c'est la performance. Et avec 3 bidons de bibine chargés dans le coffre, T'as la gnôle. voyons laquelle offre le plus de vitesse. Saint-Georges Distillery nous a gentiment offert une gamme d'alcools différents pour notre expérience. On a de l'alcool à 75, 85 et 96 degrés. C'est ce dernier qu'on a utilisé précédemment. Voilà comment on va procéder. On va partir de la ligne de départ et moi, je vais mettre les gaz dès que Tori dira Top départ. « On va chronométrer mon accélération de 0 à 100 km/h. Dès que je passe 100, je crie « Stop !» Le chrono, 6 secondes 9.
On calculera la moyenne sur 3 essais avec chaque mélange. L'alcool le plus performant sera déclaré vainqueur. On siphonne l'essence de la voiture et on verse de l'alcool à 75 degrés dans le réservoir. Grouille, Bobby, on a les flics aux fesses. Faut se barrer vite fait. 3, 2, 1, partez! Partez! On a quelques ennuis techniques. Partez! Allez, c'est parti. Elle n'aime pas ça. Clairement, l'alcool à 75 degrés nous fait le coup de la panne. Vite, il faut atteindre l'alambic avant les flics. Et même en la poussant, la voiture refuse de coopérer. Je suis pas sûr que les contrebandiers s'y prennent comme ça. Je crois qu'on devrait laisser tomber. J'ai plus l'énergie pour continuer celui-là. Impossible d'atteindre les 100. On n'est même pas monté à 5. J'aurais dû pousser plus fort, désolé. Puis on relève la barre. On siphonne l'alcool à 75 degrés pour le remplacer par de l'alcool à 85. Et voilà le travail. Mais suffira-t-il à donner des ailes à notre bolide? Partez! Il lui faut un petit temps de réaction. Mais l'alcool à 85 atteint les 100 à chaque essai. 19 secondes et demie. 22 secondes. 16 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h avec de l'alcool à 85. Excellent! Avec une moyenne de 19 secondes 4, c'est bien parti. Mais on peut faire mieux. Avec ses 96% d'éthanol, l'alcool à 96 degrés va-t-il devenir notre ticket gagnant? Je conduis pas. Les gars, vous êtes prêts pour l'alcotest? De 0 à 100 avec de l'alcool à 96. 3, 2, 1, c'est parti! 9 secondes 65. 8 secondes 94. 9 secondes 78 pour atteindre les 100 km/h. Des 3 breuvages, c'est donc l'alcool à 96 qui a les effets les plus foudroyants. C'est l'alcool à 96 qui a le mieux marché avec notre véhicule. Maintenant qu'on a trouvé la voiture et le carburant parfait, il est temps de les confronter à l'essence. L'happy hour a sonné chez les Mythbusters. L'alcool coule à flot et il n'a pas fini de faire des ravages. Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais. La rupture de mon alambic tenait beaucoup plus du fondant que du violent. Ouais, il y a eu une fuite dans ton alambic qui a nourri le feu du brûleur. Le mien n'a pas ce problème, parce qu'il est chauffé par une résistance électrique. Oui. Donc, en théorie, il pourrait continuer à fuir sans que rien ne vienne mettre le feu au gaz. Oui, et les vapeurs d'alcool s'accumuleraient jusqu'à ce que l'air devienne parfaitement explosif. Et là, il suffit d'un court-circuit, d'une étincelle ou d'un contrebandier qui allume sa cigarette, et puis... Boum! Ils sont tout feu tout flamme. Mais quand on regarde le passé, on s'aperçoit que faire exploser une pièce remplie de gaz inflammable Il me manque un sourcil? est plus difficile qu'on pourrait le croire. L'expérience est plutôt simple. Tout d'abord, on a besoin d'une cabane, et la voici. Ensuite, il nous faut de l'alcool. Voilà une bouteille que j'ai préparée tout à l'heure. Sérieux, c'est de l'alcool que j'ai distillé un peu plus tôt. Puis, il nous faut un moyen de transformer l'alcool de l'état liquide en gaz. Et pour ça, on va utiliser cette plaque et une casserole. Ensuite, il faut pouvoir enflammer le gaz. Ce qu'on va faire grâce à ce transformateur néon de 15 000 volts. Je vais placer les 2 contacts ici pour créer une belle étincelle. Avec tout ça, j'espère que ça va faire boum. Ça avance? J'y suis presque. On a la casserole d'alcool, la plaque chauffante et le transfo. On se recule un peu et on allume. Pourquoi pas? Je branche la plaque chauffante. Plus qu'à attendre. Absolument. Tous les yeux sont rivés sur la cabane de test. Et la vapeur d'alcool ne tarde pas à apparaître. Je vois de la vapeur. Oui, moi aussi. Le moment est venu de faire des étincelles. La cabane miniature dans 3, 2, 1. Rien. Rien. Je vois l'étincelle d'ici. Ouais. Rien. Le rien a encore frappé. On débranche tout, on attend 10 minutes et on va aérer la cabane.
Ok. 10 minutes plus tard, les vapeurs d'éthanol se sont dissipées. Mais on aurait pu penser que ça exploserait facilement. On dirait que la vapeur d'alcool se fixe vers le sol et ne bouge pas. Comment est-ce qu'on peut être sûr de réussir à l'allumer? Dans le passé, on a eu pas mal de succès en allumant un objet plus volumineux, comme une serviette en papier par exemple. Pour qu'il y ait une flamme. Ouais, la surface est plus grande. Et si on l'accrochait de telle manière à ce qu'une fois qu'elle a pris feu, elle tombe et rentre en contact avec toutes les strates de gaz dans la chambre. Ce qui devrait, à mon avis, garantir une explosion. Très bonne idée. Allez, au boulot. Donc, en y ajoutant un bout de tissu, Plutôt 2 fois qu'une. la vapeur devrait prendre feu, ce coup-ci. C'est du tout vient à point à qui sait attendre, non? Je me disais la même chose. Mais il faut juste un peu de chance et de l'obstination, donc on devrait s'en tirer. C'est possible. En tout cas, très rapidement, quelque chose se passe dans la casserole. Je vois comme une brume qui se forme et qui s'accumule en bas du conteneur. T'as raison, il y a comme du brouillard qui se forme. On devrait éteindre la plaque et mettre le feu. D'accord. Allez, c'est parti. Le test de l'étincelle, on va mettre le feu. 3, 2, 1. Le tissu a mis le feu à l'éthanol, faisant sauter la cabane, comme il le souhaitait. Et clairement, ces vapeurs d'alcool sont vraiment dangereuses. Oh, il y a le feu par là-bas. Je voulais le maintenir fermé. Ah, je vois. Bon, où est le CO2 ? C'est pas du CO2, mais ça a marché. Absolument. À mon avis, il est vraiment efficace, ce système d'allumage. On devrait l'adopter. Ça me va. Mais cette expérience se révélera-t-elle aussi explosive en grand format ? Ça ne fait aucun doute, si c'est bien préparé comme il faut, Enfin, c'est de la bonne, mon pote. l'alcool maison peut faire tourner votre voiture. Elle tourne! Il suffit d'avoir la voiture adéquate Ça passe comme sur des roulettes. et l'alcool adéquat. Mais l'alcool blanc peut-il se révéler plus performant que de l'essence ? Prêt à avoir encore des sensations fortes? Je suis prêt à piloter. Pour cette bataille de bolides, on est venu au circuit de Petaluma. On va tester à la fois la vitesse et la performance. Le circuit est prêt, on a 2 voitures identiques, 2 modèles neufs de 2013. La seule différence, c'est qu'on a versé de l'agneau dans l'une d'entre elles et de l'essence dans l'autre. Tori va parcourir le circuit 3 fois avec la voiture à essence et 3 fois avec celle à l'alcool. Le carburant qui marquera le meilleur temps l'emportera. Personnellement, je ne donne pas cher des chances de l'alcool. C'est ce que nous verrons. Tori commence par donner le ton avec de la bonne vieille essence. 3, 2, 1, partez! Il démarre sur les chapeaux de roue. À la recherche du meilleur temps possible, Tori dérape dans tous les sens. Ouais, bien joué! Un virage serré, il se tourne bien vers l'intérieur. C'est une voiture à essence, elle est faite pour ça. Mais peut-être pas pour la conduite de Tori. Tori met le pied au plancher. Mais sur ce genre de terrain, il n'a que très peu de traction. La voiture à essence marchait si bien que dès que j'accélérais, les roues patinaient. Il s'est bien rattrapé sur ce dérapage. Je dérapais beaucoup parce que ce modèle n'est pas fait pour les pistes en terre. Il entame le dernier tour, il prend l'extérieur. Il fallait que je contrebraque constamment pour éviter de sortir de la piste. Je voulais garder de la vitesse pour faire le meilleur temps possible. Et le fait que mon coéquipier me criait dans l'oreille pendant tout ce temps n'a fait que rendre l'expérience encore plus dingue. Bienvenue! La voiture à essence boucle le parcours en 2 minutes et 26 secondes. Belle conduite en crabe! Je vais pas mentir, c'était génial. Ouais, parle pour toi. Voyons ce que la voiture à alcool a dans le ventre. C'est parti pour la gnôle. Dans 3, 2, 1, partez! Tout est dans les mains de Tori.
Réussira-t-il un meilleur temps qu'avec la voiture à essence? Regardez ce dérapage, joli! Pour que le mythe soit confirmé, la voiture à alcool doit faire 3 tours en moins de 2 minutes et 26 secondes. On a senti une légère hésitation sur le test de l'accélération. Mais ici, sur la piste... Oh mon Dieu! Je ne sentais aucune forme d'hésitation. Elle a trop de puissance! On dirait que l'accélération moins puissante offerte par l'alcool permet à la voiture de coller à la piste et au chrono réalisé par l'essence. Tu sens cette odeur? Ouais, ça sent meilleur que l'odeur de l'essence. Je me demande quelle sensation ils ont, parce que d'ici, tout a l'air parfait. L'alcool lui donne une sacrée pêche. C'est une vraie révélation, mec. C'est peut-être vrai. Ils abordent le dernier tour et ça semble se jouer dans un mouchoir de poche. Ils vont peut-être l'égaliser ou le battre. On va faire un meilleur temps. Ça y est! Alors, ça donne quoi ce chrono? C'est incroyable. On a fait combien? Vous l'avez battu de 2 secondes. On a fait un meilleur temps? Absolument. C'est incroyable. C'est dingue! À la surprise générale, l'alcool a devancé l'essence. Mais il en faut plus pour convaincre Carrie. Les performances de l'alcool ont été incroyables, bien au-delà de mes espérances. Mais il y a un aspect qu'il faudrait qu'on teste, c'est la longévité. Je veux voir une vraie course de contrebande. Les contrebandiers sont des hors-la-loi et ils ne vont pas se contenter de se garer dès que les flics leur font signe. Ils foncent tout droit, en espérant leur échapper. C'est simple, c'est ça ou la prison. Moi, je veux voir si l'alcool peut permettre à notre voiture de faire une vraie course de contrebande et échapper aux flics. Tout de suite, c'est tout le poids de la loi qui va s'abattre sur nos contrebandiers. Des contrebandiers! Mince, on va les choper. Le mythe de la gnôle finira-t-il en tôle? Dans cet épisode, on essaie de mettre à l'épreuve les différentes légendes entourant les alambics illégaux, et particulièrement les fins explosives dont ils peuvent soi-disant être victimes. Là, on n'a plus rien du tout. On pourrait croire que cette cabane a été ravagée par une explosion, mais malheureusement, je dois admettre que cette expérience n'a pas eu les résultats qu'on espérait. L'alambic est complètement détruit. On a donc construit une seconde cabane, identique à la première, dans laquelle on va tester un genre d'explosion complètement différent. On va y installer l'alambic de Jamie, dans lequel on va percer un trou. Avec ce trou en plein milieu, on va avoir la fuite parfaite. Quand on aura obtenu la quantité suffisante de vapeur, on y introduira une flamme. On pense que c'est grâce à cette méthode qu'on aura le plus de chances de réussir notre pari, c'est-à-dire la boule de feu ultime qu'on désire. Ça devrait faire l'affaire. On chauffe là, on met l'alcool là, et la vapeur d'alcool sort de là. Boum! Pour faire boum, il va falloir trouver le bon ratio alcool-air. La vapeur d'alcool devient inflammable entre 3 et 19% quand on la mélange à l'air. Le ratio idéal est de 7% et c'est lui qu'on va viser. Le problème, c'est que nos détecteurs d'alcool ne sont pas très fiables. Donc, on va devoir mesurer le taux d'oxygène dans la pièce. Voilà notre capteur. Parfait. On sait que quand on atteindra une concentration d'oxygène d'environ 19,5% au lieu des 20,9% présents normalement dans l'atmosphère, alors on aura notre concentration idéale de 7% de vapeur d'alcool. Et nos chances de réussite seront optimales. Pour mettre le feu aux poudres, ils utilisent la même technique mais en grand. On imbibe le torchon de liquide pour briquet. Il reste une question clé. Comment est-ce que ça se produirait dans la vraie vie? Imaginons que notre contrebandier n'ait plus de clopes. Il fait un saut en ville pour en acheter. Pendant ce temps, l'alambic continue de tourner, mais il y a une fuite, ce qu'il ignore. Il revient avec ses cigarettes, ouvre la porte, décide de s'en griller une, et tout part en fumée. Nos amis réussiront-ils à casser la baraque grâce à ce mélange détonnant? Ils prennent place et attendent que les vapeurs d'éthanol remplissent la cabane. Il se passe quelque chose. La retransmission est un peu floue. Après à peine 5 minutes, le mélange air-alcool atteint sa valeur volatile.
19,5. Parfait, c'est le ratio idéal. On y va? Ouais, voyons ce qui se passe. Allez, c'est parti pour l'explosion éthylique. Bon, l'allumage. Et 3, 2, 1... Ça a explosé. C'était merveilleux! Effectivement, la cabane a littéralement volé en éclats. C'était parfait. C'était absolument parfait. Allons voir les dégâts. Ok. On dirait que c'est l'alambic qui retient la cabane. C'est plutôt étonnant. La cabane a explosé en miettes et les fondations ont été soulevées. C'était aussi incroyable que notre première expérience était décevante. On a senti un vrai boom, et la structure a complètement cédé. La seule chose qui retient la cabane, c'est l'alambic à l'intérieur. Le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'on n'a rien vu du tout. Contrairement à mes attentes, il n'y avait ni brume, ni formation de vapeur comme on pourrait en voir émanant d'une bouilloire. Donc, à la place du contrebandier, en ouvrant cette porte, vous ne vous apercevriez de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui signifie que ce scénario alambiqué est confirmé. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Tout d'abord, on a vu qu'un alambic ne constitue pas nécessairement une bombe à retardement. Oui, mais une fuite dans l'alambic peut générer assez d'émanations pour faire sauter un immeuble. Oui, l'alcool maison, ça peut s'avérer dangereux. Et on ne l'a toujours pas goûté. Remédions à ça. Thunder Hill, ça rappelle des souvenirs. T'es cuit, mec. Attrape-moi si tu peux. On est de retour à Thunder Hill, où on avait déjà testé les mythes liés à l'IndyCar. Cette fois, on va jouer aux flics et aux contrebandiers, pour voir si une voiture roulant à l'alcool peut échapper à une voiture à essence. Jusqu'ici, elles étaient au coude à coude. Vous l'avez battu de 2 secondes. C'est le moment de passer au test suivant, la longévité. On va simuler une course-poursuite sur route sinueuse, et c'est pour ça que Thunder Hill est idéal. Il regorge de virages, de zigzags, de lignes droites. On va démarrer notre course à la contrebande. Voilà comment on va procéder. Le chef commence à me les briser. Tori et moi, on va attendre près de ce panneau. On joue les flics mangeurs de donuts. Il nous refile toutes ces missions pourries. Mais il y a plein de donuts. Grant va passer sur les chapeaux de roue dans son engin alcoolisé. Nous, on va jeter nos donuts et se lancer à sa poursuite sur le circuit de Thunder Hill. S'il réussit à faire 3 tours de circuit, c'est-à-dire 16 km, sans qu'on arrive à le rattraper avec notre voiture à essence, alors on pourra considérer ce mythe comme confirmé. Si au contraire il se fait rattraper par la loi, alors ce mythe sera bidon. Oh, des contrebandiers! Vite, oh bon Dieu, on les chope! Grant passe devant les flics comme une furie. La course est lancée. C'est parti! Appel à toutes les voitures. On est à la poursuite d'un contrebandier. Il se dirige vers l'est sur Thunder Hill Road. Il est au volant d'un véhicule argenté. Il est armé et dangereux. Je répète, armé et dangereux. Avec plus de 16 km de course-poursuite à toute vitesse, cette épreuve représente le test d'endurance ultime pour notre carburant alternatif. Allez, Bibine, tu peux le faire! Les 2 conducteurs donnent tout ce qu'ils ont. Bien rattrapé. Repoussant les limites des véhicules. La température reste un peu haute. Grant arrive à mi-course et la police a l'air de gagner du terrain. On le rattrape. Ça ne semble pas être suffisant. C'est dingue! On dirait qu'il conduit une voiture à essence. L'alcool donne des performances incroyables. Ça paraît incroyable, mais Grant et son réservoir plein de torboyaux Accroche-toi, accroche-toi! réussit à conserver son avance. Je dois avouer qu'avant le test, j'étais quelque peu sceptique. Ils ne me rattraperont jamais.
J'ai commencé la course et sur le premier tour, j'ai vraiment fait très attention. Puis quand j'ai commencé à prendre confiance, j'ai appuyé à fond. L'alcool offre les mêmes performances que l'essence, voire même meilleures. Ouais, prenez ça les flics, j'ai réussi! Vive l'alcool! Après 16 km de course effrénée, Grant et sa berline à bibine réussissent le test d'endurance. Il va se la jouer. Ouais, ça se voit. Un contrebandier à la grosse tête. Il a réussi à échapper aux bras de la justice. Les mains en l'air! J'ai rien sur moi, monsieur l'agent, sauf un réservoir plein. C'était une sacrée course, fiston. C'était impossible de te rattraper. Ouais, on aurait dit que t'avais une voiture à essence. Vous savez quoi? Je n'ai eu aucun souci sur le parcours. L'alcool accélérait à fond, j'avais de la puissance. Impossible de faire la différence avec l'essence. On confirme le mythe? On dirait que oui, c'est incroyable. C'est confirmé. L'alcool, ça marche aussi bien que l'essence. Mais avant de commencer à vous faire des idées, Carrie a un petit message pour vous. Je suis sûre que vous êtes nombreux à vous dire que vous allez remplacer l'essence par de l'alcool. Ce n'est pas une bonne idée, croyez-moi. Les voitures ne sont pas conçues pour ça. Et on a utilisé des quantités incroyables d'alcool. Donc, en termes de consommation de carburant, l'alcool a des progrès à faire. Autant le garder pour votre consommation personnelle. Des contrebandiers! Attends, Carrie! Attends! Et flûte! Qu'est-ce qu'on fait là? Je croyais qu'on avait terminé. Effectivement, mais je viens de recevoir un scoop qui pourrait remettre en question l'origine de l'histoire de l'alambic explosif. Quoi? Je veux que tu te projettes à l'époque où tu étais distilleur illégal. Si tu savais que les flics allaient débouler, qu'est-ce que tu ferais? Je me taillerais en vitesse. Exact. Les distilleurs faisaient tout pour faire disparaître toute trace de leur opération illégale, en utilisant une méthode qui nous est très familière. Avec des explosifs. Exact. Pour cette nouvelle conclusion de ce mythe, on va utiliser la bonne vieille technique de l'explosion pour faire disparaître les preuves.